On est en 1975 et John Bogle crée le premier fonds indiciel qui a pour but de répliquer la performance d'un indice boursier. En 1993, donc quelques années plus tard, le premier ETF voit le jour et a pour but de suivre l'indice américain, le S&P 500, et donc il permet très simplement de suivre les performances de l'indice S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. 30 ans plus tard, l'investissement passif est très utilisé et est reconnu comme l'une des stratégies les plus intéressantes quand on est un investisseur particulier comme toi et moi pour investir en bourse de manière très simple et avec beaucoup d'avantages tels que la diversification. Tu vas pouvoir via 1, 2 ou 3 ETF investir sur plusieurs zones géographiques et plusieurs secteurs au niveau de la bourse. Tu vas pouvoir gérer ça en quelques minutes par mois une fois que tu as fait ta stratégie et en plus tu as des frais vraiment limités par rapport à ce qui t'est proposé en banque traditionnelle parce que la plupart des fonds qui te sont proposés dans les banques sont des fonds actifs avec beaucoup de frais et on a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne que les frais sur le très long terme c'est très mauvais pour la performance. Mais si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais que tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir non plus. Chaque stratégie a des avantages et des défauts et aujourd'hui j'aimerais mettre un peu l'accent sur le problème des ETF et j'en vois 5 à te présenter aujourd'hui. Le premier exemple que je vois avec les ETF, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu très récemment avec l'exemple de Amundi, c'est qu'on est dépendant de gestionnaires et de l'émetteur de l'ETF également. Quand on achète des actions, on a un seul intermédiaire. Donc toi tu es avec ton capital, tu veux acheter des actions et l'intermédiaire entre toi et la bourse, ça va être ton courtier en ligne ou ton courtier dans une banque, peu importe. Quand tu achètes un ETF, il se rajoute plusieurs intermédiaires. Il y a toi, ensuite il va y avoir le courtier, ensuite il va y avoir le gestionnaire de l'ETF qui va gérer du coup ce fonds passif. Il y a également l'émetteur de l'indice, donc par exemple le S&P 500, c'est Standard & Poor's qui a cet indice du S&P 500 et les gestionnaires payent une redevance à S&P pour pouvoir utiliser leur indice et ensuite du coup tu as la propriété de l'ETF. Donc tu rajoutes deux étapes, le gestionnaire et l'émetteur. Le principal problème quand tu rajoutes des intermédiaires, c'est que ces intermédiaires en question peuvent prendre des décisions comme ce qu'on a vu très récemment avec Amundi qui a décidé d'augmenter les frais de ses ETF PEA et de carrément changer l'indice de référence. Donc c'est très gênant parce que les ETF dans lesquels tu avais investi à la base ne sont plus du tout les mêmes après ces changements et ils vont imposer par exemple le critère ESG comme ils l'ont fait avec 7 ETF dans le PEA. Donc ça c'est du côté des gestionnaires, mais il y a également des problèmes au niveau des indices. Par exemple, très récemment, on a vu que le Nasdaq 100 a procédé à un rééquilibrage parce que les principales positions de l'indice pesaient beaucoup trop lourd dans l'indice du Nasdaq 100 et donc ils ont décidé de diminuer le poids de ces positions là pour rééquilibrer l'indice. Sauf que au final, est-ce que ce n'est pas couper les positions gagnantes, réduire celles qui fonctionnent bien et qui tirent l'indice vers le haut pour investir plus de capital sur des plus petites entreprises qui performent peut-être moins bien? Donc c'est une façon de voir les choses, mais en tout cas quand on investit dans des ETF, on n'a pas le choix sur les décisions qui vont être prises sur ceci, que ce soit au niveau des gestionnaires ou des émetteurs d'indices. Maintenant, tu peux me dire, oui, mais quand tu détiens des actions, les entreprises peuvent aussi prendre des décisions qui te déplaisent, et donc l'intermédiaire, ce n'est pas le gestionnaire de l'ETF, mais ça va être les décisions du management de l'entreprise. Et en soi, c'est vrai, sauf que quand tu sélectionnes des actions, tu peux analyser le choix de ces entreprises, et après, à toi de décider oui ou non, si tu comptes investir dans cette entreprise ou rester investi suite à ces décisions, ce qui n'est pas vraiment le cas dans un ETF parce que l'objectif de l'ETF, c'est justement de ne pas analyser toutes ces décisions et d'investir sur la globalité du marché. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'analyser les ETF. On subit plus les choix des gestionnaires que ceux des entreprises qu'on peut soit anticiper, soit en tout cas changer de stratégie si les décisions des entreprises ne nous conviennent pas du tout. Le deuxième problème que je vois avec les ETF, c'est qu'on est presque obligé de détenir des titres qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en portefeuille. Par exemple, aujourd'hui, on se retrouve beaucoup avec le critère ESG qui est mis en avant, les gestionnaires d'ETF s'y mettent, les assurances vie pilotées s'y mettent, les fonds d'investissement s'y mettent aussi. Donc c'est quelque chose qui est à la mode et qui est très mis en avant aujourd'hui et en même temps, je pense qu'on a un petit peu tiré sur la corde au niveau de l'environnement, tout ça. Je suis pas du tout expert, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais en tout cas certaines personnes peuvent avoir des convictions et peut-être qu'elles n'ont pas envie d'investir sur des secteurs tels que le tabac, tels que le pétrole ou encore la défense et leurs convictions ne peuvent pas être respectées quand on investit sur des ETF parce qu'on va investir dans tout le panier d'actions, donc dans l'indice complet. Et le problème, c'est que même quand on va chercher des ETF avec un facteur tel que le facteur ESG, on se retrouve comme ici avec une entreprise comme ExxonMobil, qui est une entreprise pétrolière, dans le top 10 de l'indice, qui est censé être le Amundi S&P 500 ESG+. Donc même quand on essaie de filtrer
pour coller le plus possible à nos convictions, on se retrouve avec des entreprises qui n'auraient pas eu leur place dans notre portefeuille si on avait fait des choix d'actions en stock picking. On arrive sur le troisième problème qui survient en fin de phase de capitalisation. Mais juste avant, je t'ai mis en description la liste des ETF que j'utilise personnellement. C'est complètement gratuit, donc tu peux aller le télécharger directement. Et on passe au troisième problème, du coup en fin de phase de capitalisation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde investit sur des ETF capitalisants. J'ai d'ailleurs fait un sondage sur Instagram et le résultat est sans appel. On a 92% des personnes qui investissent sur des ETF capitalisants avec quand même un échantillon représentatif de 271 votants. Donc la majorité des gens capitalisent via des ETF capitalisants et il va falloir réfléchir à la stratégie de sortie. Quand on investit sur des ETF capitalisants, pour profiter d'une rente plus tard, il va y avoir deux solutions. Soit on vend nos ETF capitalisants et on investit sur des ETF distribuants, soit on vend petit à petit pour se créer une rente via des ventes programmées de nos ETF capitalisants. La première solution, celle de switcher des ETF capitalisants vers les ETF distribuants, n'est pas viable pour tout le monde parce que c'est faisable sur le PEA, vu que c'est un vase clos fiscal. Vous allez pouvoir vendre vos ETF capitalisants et racheter des distribuants pour avoir une rente via des dividendes, mais sur compte titre, c'est pas du tout viable puisque vous allez vous taper la fiscalité à la vente et ensuite vous serez fiscalisé également sur les dividendes. Donc la question ne se pose même pas. Sur compte titre, c'est pas faisable. Donc sur compte titre, il va falloir vendre petit à petit des parts de vos ETF capitalisants. Et là, moi j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que on est vraiment prêt psychologiquement à vendre correctement via une stratégie qu'on aurait établie au préalable? Il y a plusieurs questions qui se posent. Quand vendre? Comment vendre? Est-ce que la règle des 4% qui est tant décrite marche réellement? Est-ce que je vais réussir à vendre si le marché se pète la gueule et que je dois vendre à cette date-là? C'est plein de questions qui se posent et qui je pense sont très intéressantes puisque aujourd'hui on est tous, ou une majorité des personnes qui me suivent, en phase de capitalisation, mais la phase de sortie va être assez délicate à gérer également. Pour ma part, si je prends un peu de recul, je sais que je suis pas infaillible et que en bourse on a plein de biais cognitifs, surtout quand on investit notre argent. Et le problème c'est que si le marché se pète énormément la gueule et que je dois sortir pour continuer ma rente, je ne sais pas si je vais le faire réellement et donc ma stratégie de vente ne tiendra pas forcément la route. Donc c'est un critère à prendre en compte qui n'est pas présent quand on investit dans des actions à dividendes par exemple, parce que dans 30-40 ans, peut-être que la rente par dividende sera largement suffisante pour faire un complément de retraite ou alors carrément avoir un revenu passif qui nous permet de prendre une retraite un peu plus tôt ou de vivre correctement. Maintenant qu'on a vu ce troisième point, on aborde le quatrième problème, c'est que les investisseurs passifs sont peut-être moins bien formés que les investisseurs actifs. Et là pour le coup, c'est plus un questionnement que j'ai et que je partage avec vous. Est-ce que les investisseurs passifs via les ETF sont aussi bien formés que les investisseurs actifs? Parce que personnellement, je suis intimement convaincu que plus on a de connaissances, plus on a de facilité à gérer nos émotions. Et on sait très bien qu'en bourse, il faut absolument gérer nos émotions pour éviter de prendre des décisions débiles quand il y a des mauvaises conditions de marché, que par exemple il y a un crash boursier. Le fait d'avoir de très bonnes connaissances nous protège un petit peu des mauvaises décisions. Et donc, est-ce que le fait d'être un investisseur actif qui suit plus régulièrement ses investissements en bourse ne nous protégerait peut-être pas un peu plus de mauvaises décisions basées sur les émotions comme je viens de dire juste avant? Parce qu'en vrai, investir sur les ETF, c'est quand même assez simple. Si on se forme 1 à 2 heures sur internet, on sait à peu près sur quels ETF investir, par exemple un ETF World, et on peut ouvrir un PEA et commencer à investir. Est-ce que c'est suffisant pour investir sur le long terme sans prendre de mauvaises décisions? Je suis pas certain. Donc voilà, c'est une question que j'ai. Est-ce que ce serait pas aussi un problème des ETF et est-ce que les investisseurs passifs sont aussi formés et aussi prêts à encaisser des chutes que les investisseurs actifs? D'ailleurs, pour le coup, si vous avez un avis sur la question, je suis grave chaud que vous le mettiez en commentaire. Ça nous fera discuter un petit peu sur ce sujet parce que c'est vraiment une question que j'ai et pas une affirmation. Et enfin, on passe au cinquième problème. Le cinquième problème, ce sont les frais. Donc, c'est un faux problème parce que les fonds actifs sont beaucoup plus coûteux en frais que les fonds passifs. Mais au final, si on investit sur un PEA via des ETF, on a quand même des frais de courtage moyens de 0,4% si on prend les meilleurs courtiers sur le PEA. Et on a en moyenne 0,3% de frais de gestion sur les ETF PEA. Donc on se retrouve à 0,7% de frais, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui n'est pas négligeable non plus. Pour ma part, par exemple, quand j'investis sur des actions américaines sur Interactive Broker, je paye 35 centimes par ordre, peu importe le montant. Donc le pourcentage est vraiment ridicule. Si on compare une stratégie stock picking sur compte titre et une stratégie ETF sur PEA, on va avoir cette différence de 0,7% de frais qui va être gommée par la fiscalité qui est apportée par le PEA. Donc voilà, en gros, c'est pas un énorme
énorme problème, c'est déjà beaucoup mieux que les fonds actifs qu'on trouve dans les banques traditionnelles, mais il faut quand même le prendre en compte et en parler parce que comparé à une stratégie stock picking sur compte titre pour avoir vraiment les deux extrêmes, on paye quand même un petit peu plus de frais. Bon, du coup, pour conclure cette vidéo, vous avez bien compris que je ne suis pas du tout anti-ETF, au contraire, j'en ai personnellement. Je pense que l'investissement passif via les ETF, c'est une très bonne stratégie, mais l'objectif de la vidéo, c'était de mettre en lumière certains soucis, certains problèmes dont on ne parle pas souvent, parce que ce que je vois sur YouTube, et moi j'essaie d'être toujours très mesuré, c'est souvent on a la team action et on investit que dans des actions, ou alors la team ETF et l'investissement passif, c'est la meilleure des choses à faire. Donc j'essaie de prendre un peu de recul et dire aussi que sur l'investissement passif via les ETF, il peut y avoir des problèmes qu'on ne rencontre pas quand on choisit ses actions. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous à ce sujet et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce qui fait plaisir, c'est complètement gratos et ça aide la chaîne. Et si vous n'êtes pas au courant des changements que Amundi a fait sur ses ETF PEA, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines qui en parle, je la mets juste ici et moi je vous dis à très vite, c'était Clément, ciao.